Allô, Joseph. Allô? Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Je vais juste partager mon écran et en principe, vous devriez le voir. Donc, on a encore un petit peu de monde qui rentre, mais ça va être correct. Puis, je vais juste agrandir un peu ici. OK, parfait. Bon, bah, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais juste me présenter. Donc, Marion Escriu, je suis consultante en continuité des activités et en résilience organisationnelle pour Premier Continuum. Puis, je tiens vraiment à vous remercier d'être aujourd'hui à cette session, d'y assister. C'est vraiment beaucoup plus important pour nous aujourd'hui chez Premier Continuum parce que ce webinaire lance vraiment notre série Perspectives où nous comptons partager des objectifs, des conseils, des outils pratiques avec d'autres professionnels. Donc, c'est vraiment ici, ça va vraiment être le premier qui va lancer toute une série par la suite. On va essayer d'en faire à une certaine fréquence. Et bien entendu, on va communiquer lorsqu'on en fera des nouveaux. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de donner des conseils pratiques et offrir une opportunité pour les professionnels de la résilience, vraiment d'échanger, de partager les expériences et les leçons apprises. Le but aussi, ça va être de générer des idées, donc que ce soit Ouais, à partir de notre je vais le présentation projeter. ou même par le biais des Mmh. conversations dans le chat. D'ailleurs, je vous encourage vivement à utiliser le chat pour échanger entre vous, pour poser des questions. On va avoir des membres de notre équipe qui vont faire un suivi de ce qui se passerait sur le chat pour répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Enfin, l'objectif, c'est aussi d'offrir des solutions concrètes. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer cette série avec la résilience opérationnelle, car ça reste quand même un sujet en évolution, si je puis dire. Et avant de commencer, j'aimerais quand même vous parler un petit peu de Premier Continuum à haut niveau. Donc, Premier Continuum, on a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Peut-être certains d'entre vous nous connaissent déjà, et dans ce cas, je suis vraiment contente que vous assistiez à cette session. Puis au niveau des services qu'on offre, c'est vrai qu'on a vraiment 3 services, en tout. Donc vraiment déjà la portion automatisation avec notre logiciel Parasolutions. On a également des formateurs pardon, certifiés par le BCI et ICOR et on offre également des services de conseil. Donc, on va avoir des mandats allant de la certification ISO 22301 à l'implantation, par exemple, ou la mise en œuvre d'un système de gestion de la continuité des activités. Donc, vraiment différents types de mandats. Juste très, très rapidement par rapport à moi, donc comme je l'ai mentionné, je suis une consultante en continuité des activités. J'aide les organisations publiques et privées, surtout en Amérique du Nord, pour qu'elles puissent développer et mettre en œuvre des programmes de résilience. Donc, je les assiste à ce niveau-là. J'ai également le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi Marie-Hélène Primo, vice-présidente exécutive de Premier Continuum. Donc, je pense que tout le monde ici la connaît, mais Marie-Hélène est donc une experte en continuité des activités et résilience depuis maintenant 20 ans. C'est également une instructrice BCI et la présidente sortante de BCI Canada. Elle a également reçu le prix de consultante de l'année lors des BCI America Awards de 2023, donc c'est-à-dire la dernière édition. Merci Marianne d'être présente aujourd'hui. Puis Marianne va vraiment être là, surtout la portion plus vers la fin. On va regarder les questions ensemble. Puis on va utiliser également Vivox. Merci et bonne session tout le monde. Donc, tout au long de cette session, nous allons vraiment nous concentrer sur la notion de résilience opérationnelle et comme je l'ai mentionné, vraiment dans son application pratique. Et ces exemples pratiques que nous utilisons sont vraiment basés sur les principaux défis que nous avons identifiés, qu'on a identifiés tant de notre bord par rapport à la lecture, par la pratique, mais aussi avec nos clients qui décident d'implanter, de mettre en œuvre la résilience opérationnelle. Et bien sûr, on ne peut pas parler et identifier des défis sans fournir des stratégies et des conseils sur la manière de les surmonter. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, j'ai lu les derniers rapports du Business Continuity Institute euh, sur la résilience opérationnelle. Et dans son rapport de 2024, il y avait justement ce commentaire d'une personne qui a été questionnée. Et d'ailleurs, ici, en fait, on a gardé la citation en anglais pour ne pas dénaturer.
Mais si je traduis à haut niveau cette citation, ça revient à dire que la résilience opérationnelle, c'est un résultat qui constitue le parapluie qui repose sur une bonne pratique et une bonne continuité des activités, une bonne gestion des risques opérationnels, une bonne gestion des fournisseurs, une bonne cyberstratégie et la garantie que toute votre technologie est à jour et fonctionne comme prévu. Donc ici, on a essayé d'illustrer un petit peu avec une image cette citation par la personne. Donc c'est vraiment l'image que vous voyez ici sur l'écran à droite. Et cette déclaration, c'est vraiment le moteur aujourd'hui de notre présentation parce que la définition, si je peux l'appeler ainsi, ne va pas cibler vraiment une réglementation en particulier. Elle va vraiment englober différentes réglementations et elle vise davantage la notion de bonne pratique d'affaires. C'est également, je pense, une bonne façon de différencier la résilience opérationnelle de la continuité des activités, car c'est généralement un enjeu de faire cette distinction-là. Donc, comme on le voit, la résilience opérationnelle, c'est vraiment le chapeau qui couvre tout et qui englobe ces différents programmes et ces différents processus. Donc, quand on parle de lignes directrices, d'approches, de réglementation, de lois, etc., pour certains, ça peut signifier ceci. Donc, par exemple, qu'on doit suivre Allô? le Ouais. règlement européen sur, C'est là, pardon, et il faut juste couper le micro par contre, si vous pouvez. Donc, il faudrait juste suivre le règlement européen, par exemple, sur la résilience opérationnelle numérique, donc DORA. Mais pour d'autres, par contre, ça va s'apparenter à ça. Donc, c'est sûr que là, j'exagère vraiment, mais on peut regarder les dernières données qui sont sorties, notamment par le rapport, où on pouvait voir que 66,2% des organisations qui ont été interrogées doivent quand même se conformer jusqu'à 5 réglementations différentes, ce qui est vraiment beaucoup. Et pour certaines, donc 18,4%, c'est plus de 5 réglementations. Et comme c'est encore, je dirais, des territoires inexplorés, il n'y a pas une cartographie spécifique de comment le faire parce que c'est tout nouveau. C'est bien normal que des questions sur l'apparence, je dirais, de cette bête émergent. Donc, c'est vraiment pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de prendre cette thématique. Quand on parle de résilience opérationnelle, pour certains, ça va être obligatoire. Donc là, je vise vraiment tout ce qui est les institutions financières. Ça peut être aussi tout ce qui est assurance, services de santé, énergie et autres. Mais pour d'autres, ça va juste être vraiment la notion de bonne pratique. Donc vraiment, c'est les organisations qui aujourd'hui ne sont pas réglementées à ce niveau-là. Donc ici, c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre pour ces organisations-là qui ne sont pas réglementées. C'est une fenêtre d'opportunité parce qu'on va avoir la possibilité de construire et de bâtir un peu plus sur les pratiques de la résilience opérationnelle sans avoir un cadre fixe qui nous restreint et qui nous assujettit à des normes en particulier avec un détail à suivre. Donc c'est vraiment une fenêtre d'opportunité parce qu'il faut quand même prendre en compte qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie qu'à terme, la résidence opérationnelle ne soit pas obligatoire pour beaucoup plus d'organisations. Donc ici, j'ai pris quelques informations du rapport de 2024. Puis je m'excuse parce que je n'ai pas l'information en français en tant que telle. C'est juste en anglais. Mais si on regarde à haut niveau, donc déjà, on peut voir que 58,5% des organisations interrogées ont décidé de mettre en œuvre la résilience opérationnelle pour les bonnes pratiques, ce qui est définitivement une bonne chose. Et on peut voir que certains sont donc vraiment proactifs à ce niveau-là. Si on regarde les 5 enjeux principaux au niveau de la mise en œuvre de la résilience opérationnelle, on peut voir qu'en première position, c'est vraiment la notion de intégrer, mettre en œuvre la résilience opérationnelle dans le tissu de l'organisation. Donc, comment on applique ça? Puis, c'est vraiment un point qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le nombre de réglementations que les gens sont obligés de suivre, donc les 66,2% jusqu'à 5, 18,4 plus de 5, donc c'est vraiment beaucoup. Si on regarde les 4 processus, les 4 outils principaux et vraiment critiques au niveau de la résilience opérationnelle,
on va voir qu'en première position, on va avoir la notion d'identifier nos services d'affaires importants. Par rapport à ces services d'affaires importants, on doit identifier quelles sont nos dépendances, donc notamment nos fournisseurs critiques. On doit déterminer la tolérance à l'impact pour chacun des services importants. Puis c'est aussi de déterminer quelle est la vulnérabilité sur ces services-là qui pourraient impacter la tolérance à l'impact. Donc vraiment, c'est un cycle ici qu'il faut revoir à ce niveau-là par rapport aux outils, aux processus critiques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous poser rapidement une petite question dans le chat. Juste savoir si de votre côté, vous estimez que les gouvernements, les régulateurs ont fait assez pour aider les organisations au niveau de la résilience opérationnelle. Donc, ce serait juste de mettre dans le chat un oui ou non en fonction de ce que vous pensez à ce niveau-là. Puis, je vais vous laisser écrire rapidement dans le chat votre avis. Donc, juste un oui ou non pour cette question que vous voyez ici à ce niveau-là. Je vais vous laisser un peu de temps pour écrire. Est-ce que personne ne veuille se placer à ce niveau-là? OK, non, j'ai un nom déjà qui rentre. Ça va être le nom ultime. OK, non pour le Canada. Parfait. Donc, c'est vrai qu'au niveau du Canada, c'est encore, je dirais, les prémices sont encore en train d'être bâties. Euh, je dirais que la réglementation est déjà un peu plus forte et plus détaillée en Europe avec DORA et en Angleterre. Donc, je vois quand même que c'est essentiellement des noms qui sortent à ce niveau-là. Merci d'avoir partagé votre opinion. Donc, enfin, j'aimerais revenir ici sur la statique du cocher la case. Et celle-ci, je la trouve vraiment, vraiment très importante parce que déjà, un 70,6% de oui qui estiment que à terme, ils pensent que ça va devenir un check de box, la résilience opérationnelle, quand ça a été poussé de cette façon-là par le régulateur. Donc ici, ça va vraiment être une critique des régulateurs à ce niveau-là. Mais aussi, tout comme on avait un avant et un après COVID, il va y avoir aussi un avant et un après la date limite de mise en œuvre de la résilience opérationnelle. Et ici, la question, ça va être, est-ce que ce serait juste, est-ce que ça va devenir juste un exercice obligatoire ou si par exemple vous êtes bon en rédaction de documents, juste avoir l'information, dans ce cas-là, vous pouvez passer haut la main ce requis-là. Ou est-ce qu'on devrait s'attendre vraiment à un changement dans les pratiques des organisations, donc que ça va vraiment s'intégrer dans les organisations et dans les programmes, les processus ou autres. Puis ici, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est aussi la certification ISO 22301 et certaines organisations qui le font pareil uniquement dans un esprit de cocher la case. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête à ce niveau-là. Donc maintenant, on va juste faire un petit atelier brise-glace parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc ici, on va vraiment utiliser Vivox pour faire notre petit atelier brise-glace. Donc, je vais avoir deux questions pour vous. On en aura deux par la suite à la fin. Vous pouvez juste scanner le code QR que vous avez ici sur la page ou alors vous pouvez taper vivox.app et mettre le numéro d'identification de la session. Et comme ça, vous allez pouvoir rentrer. Donc, je vous laisse juste le temps de scanner ou de suivre ou de rentrer le numéro d'identification. Et je vais juste passer à la suivante. Donc ici, la première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est votre organisation est-elle soumise à une réglementation en matière de résilience opérationnelle? Puis si vous n'avez pas eu le temps de scanner le code QR, vous avez encore la possibilité de le scanner ici. Donc, je vais juste vous laisser rentrer puis commencer à répondre. Donc, oui, non, pas sûr. OK, je vois que les réponses commencent à rentrer. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps. Je vais bientôt couper. OK, donc, je vais fermer le sondage. OK, donc c'est quand même
assez partagé, je dirais, au niveau de oui et non. Donc, la moitié d'entre vous doivent suivre, sont soumis à une réglementation en matière de résidence opérationnelle. Je peux voir qu'il y a quand même 45,45%, donc c'est-à-dire quasiment la moitié qui, par contre, ne sont pas soumis, ne sont pas assujettis à une réglementation. Donc, je trouve que c'est quand même très, très intéressant de voir cet échange-là au niveau, enfin, cette différence-là au niveau des participants aujourd'hui. Puis je pense que ça va permettre d'alimenter aussi les échanges au niveau des expériences que vous avez pu avoir pour ceux qui ont eu à l'implanter, à le mettre en œuvre, puis ceux qui peut-être vont déterminer par la suite qu'ils aimeraient le faire ou qui sont déjà en train de le faire. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. Donc, où en êtes-vous dans le processus de mise en œuvre de la résidence opérationnelle? Donc, ici, que ce soit que vous soyez assujetti ou non. Donc, nous commençons à peine, c'est en cours, presque terminé, peut-être même terminé pour certains. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps pour répondre. Je pense que je vais pouvoir fermer. C'est à peu près le même participant que tantôt. OK, donc pour la majorité d'entre vous, ça reste en cours. Je vois quand même qu'il y en a certains qui ont commencé, donc ça reste très, très positif, je pense. J'imagine pour ceux pour qui ne sont pas encore assujettis, la plupart vont tomber dans le nous commençons à peine. Certains ont déjà terminé, puis d'autres sont presque terminés également. Donc, encore une fois, je pense que ça va vraiment permettre d'animer les échanges. Et comme je le disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger, pour même poser des questions entre vous. On veut vraiment que ce soit dynamique à ce niveau-là. Donc, merci vraiment d'avoir participé au brise-glace. Ça nous donne vraiment une idée sur où on en est un petit peu. Puis par la suite, comme je mentionné, vers la fin, on aura encore à nouveau deux questions brise-glace, enfin pas brise-glace, mais plus pour voir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. OK. Donc, si on regarde un petit peu au niveau des principaux défis qu'on a identifiés, donc on a identifié 6 défis aujourd'hui. Puis le premier, ce serait vraiment la notion de coordination et gouvernance de toutes les activités de résilience. Donc celui-ci s'intègre vraiment bien avec l'image que je montrais un petit peu plus tôt sur la résilience opérationnelle et avec que je montrais au début de la session avec ce parapluie qui couvrait les programmes et les processus qui sont en place. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas réinventer la roue. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce terme plein de fois et ça s'applique aussi dans la notion de résilience opérationnelle. On ne veut pas réinventer la roue, on ne veut pas recommencer de zéro. Il faut vraiment tirer parti des outils qui sont déjà en place, qui fonctionnent et qui sont soutenus déjà par la direction. Mais bien sûr, on va élaborer un petit peu plus sur ça par la suite. Donc, quand on parle d'identification des services d'affaires importants, c'est l'un des défis qui a été identifié dans le rapport de BCI. Parce que comment on fait ça? C'est quoi la différence entre un service d'affaires important et une activité priorisée que l'on aurait identifié dans le cadre de notre programme de continuité des activités, par exemple? Donc là encore, on va pouvoir fournir des exemples par la suite. Évaluation des menaces, donc définitivement lié à ces services d'affaires importants mentionnés ci-dessus. Puis, ça devrait être construit également sur ce qui existe déjà. Donc, encore une fois, ne pas réinventer la roue. Planification des solutions et des réponses. Donc, ce défi, c'est également une bonne façon de comprendre que la cible est beaucoup plus large quand on parle de résilience opérationnelle, parce que c'est bien plus que le plan de continuité des activités. C'est aussi ce qui touche au plan cyber, plan de relève informatique, technologique, plan de gestion de crise, etc. Bien sûr, on fait déjà des exercices, des simulations, des tests de nos plans de continuité des activités, plans de gestion de crise, etc. Mais il s'agit vraiment ici de ces services d'affaires importants et de prouver que vous pouvez respecter les tolérances aux impacts que vous avez définis. Donc, ça aussi implique la notion de preuve de nos tests. Puis enfin, 6, respect des exigences de conformité et de réglementation. Donc ici, encore une fois, c'est prouver que vous respectez les exigences avec des preuves concrètes, donc de la documentation. Donc ici, si on recule un petit peu, la résilience opérationnelle est beaucoup plus large dans sa portée, mais elle est plus précise dans son application. Et c'est vraiment ça aussi la distinction avec la continuité des activités. Donc,
gouvernance, comme mentionné, intégrer la résilience opérationnelle dans le tissu de l'organisation, c'est définitivement un défi parce que par où commencer, qui devons-nous inclure, qu'est-ce qu'on fait? Et on sait que pour atteindre la résilience opérationnelle, ça doit quand même être un effort qui est conjoint au sein de l'organisation. Ça ne peut pas juste se faire avec des professionnels de la continuité des activités. Et donc, assurer la coordination, ça va devenir vraiment très important. Et si par exemple, on peut se lier avec une gouvernance conjointe avec un comité de pilotage, par exemple, comme on pourrait l'avoir pour la continuité des activités, ou par exemple, dans ces cas-là, il manque juste quelques personnes autour de la table. Dans ce cas, il va juste s'agir de réunir ces personnes-là. Et ça va vraiment permettre d'avoir cette notion de facteur clé, de facteur à succès, je dirais. Donc, vraiment de miser sur ce qui est déjà en place. Euh, Puis, quand on parle de gouvernance, c'est sûr, on regarde les processus à l'interne, la documentation, la structure. Et oui, ici, chaque organisation a son propre contexte. Mais comme vous pouvez le voir ici, on va regarder par exemple un comité de pilotage pour le système de gestion de la continuité des activités. Et ici, on a vraiment nos rôles standards, je dirais, avec juste de l'information. Donc, bien entendu, tout ce que vous voyez ici, c'est de la donnée bidon. Mais ça peut vraiment avoir ce niveau de détail-là, ce type de structure-là, je dirais. Puis quand on parle de rôle et de responsabilité, bien entendu, on va aussi parler de compétences. Donc, les personnes qui ont les mains dans la résilience opérationnelle devraient aussi prendre l'opportunité d'assister à des conférences sur le sujet, des formations, des cours, pour avoir vraiment une meilleure compréhension de ce que font les autres dans la même position. Parce que pour ceux qui, par exemple, commencent juste à mettre en place la résilience opérationnelle, donc les organisations qui, par exemple, ne seraient pas assujetties à une réglementation, c'est l'opportunité, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, de voir ce qui se fait ailleurs, de voir comment les autres opèrent. Parce que si votre secteur n'est pas réglementé, vous pouvez être sûr qu'il y a quand même des professionnels qui essayent, comme vous, de commencer à mettre en place ce nouveau domaine-là, je dirais. Puis je connais aussi beaucoup d'organisations qui opèrent dans le même secteur et qui ont souvent des rencontres et des meetings de benchmarking, si je puis dire, où elles échangent vraiment sur les meilleures pratiques, puis les tendances de risque, ce dont elles devraient être conscientes, puis comment évaluer les situations qui sont courantes dans leur domaine. Et ces réunions informelles-là peuvent également être une opportunité de parler justement de résilience euh, opérationnelle. Donc ici, comme vous voyez sur l'image, on a vraiment notre comité de pilotage avec les rôles, les responsabilités, les personnes avec leurs coordonnées, mais c'est aussi d'identifier les actions, les rencontres, les événements pour le comité de pilotage et inclure dans cette liste-là la résilience opérationnelle comme un point à l'ordre du jour. Euh, de la même façon que ça avait été fait au départ pour la continuité des activités, quand il a fallu l'intégrer dans une organisation, souvent c'était la portion TI qui était beaucoup plus en place ou la portion risque. Donc ça a été de joindre la continuité des activités à ces groupes-là, déjà ces comités-là qui étaient déjà en place, puis d'inclure la continuité des activités encore une fois, comme un point à l'ordre du jour. Donc, comme je disais, il s'agit vraiment de naviguer dans les mêmes eaux, puis d'utiliser les routes que nous avons toujours utilisées, comme par exemple suivre le cycle de mise à jour des documents, donc des BIA, des plans, les tests annuels, les exercices. Il s'agit vraiment de maximiser les leviers qui sont déjà en place. Quand je parle de services d'affaires importants, puis ici, je vais vraiment utiliser ce terme-là de manière un peu plus générale, je dirais, juste pour marquer la différence avec la continuité des activités, parce que pas toutes les réglementations vont utiliser le terme de SAI, de services d'affaires importants. Mais si on regarde ici un petit peu la partie inférieure de l'écran, on peut voir qu'on a les activités priorisées qui, si par exemple elles devaient être interrompues, ça aurait un impact élevé ou très élevé sur l'organisation et donc un impact sur les clients et les parties intéressées. Alors que les services d'affaires importants sont les services qui, si interrompus, impacteraient l'intégrité du marché et auraient un impact vraiment direct sur le client. Donc ici, ce serait vraiment l'élément de différence entre les deux, cet impact direct, cet impact sur le marché. Alors qu'en activité priorisée, ben là, on peut plus voir les, euh, les impacts indirects sont aussi mentionnés et touchés.
Donc, l'exemple standard ici, je dirais qu'on voit un petit peu partout, c'est la notion de la paix, ce service-là, parce que même si ça peut être une activité priorisée, ça ne le qualifie pas pour autant comme un service important. Donc, ça pourrait être un service qui vient en soutien d'un service d'affaires important, mais l'exigence en termes de cartographie de bout en bout est beaucoup moins contraignante à ce niveau-là. La résidence au personnel, c'est vraiment un focus, un suivi sur les services d'affaires importants. Donc, à travers la présentation, je vais utiliser l'exemple d'une compagnie d'assurance. Euh, Bien entendu, toute l'information que vous allez voir, c'est l'information bidon. C'est vraiment juste à titre d'exemple, puis pour voir un petit peu le degré de détail, puis la structure que ça pourrait prendre. Euh, donc ici, si on regarde un petit peu au niveau de notre service important que nous avons identifié, c'est le service de demande de réclamation. Au niveau du type, il y a une relation client et automatiquement, quand on identifie une relation client, pour nous, ça devient un service d'affaires important. Puis on a la notion de la période de pointe, donc là, c'est en continu. Et si on regarde un petit peu la description de notre service ici, c'est vraiment la gestion efficace des demandes de remboursement depuis la notification initiale jusqu'au règlement, garantissant que les clients reçoivent une assistance et des paiements en temps opportun. Donc, c'est vraiment ici orienté sur le client. Et c'est ici qu'on peut voir que si ce service n'est pas est interrompu, par exemple, le client va être vraiment le client, pardon, l'impact va être vraiment direct sur le client. Donc, quand on parle maintenant de notion de tolérance d'impact, euh, pour ce qui est de la matrice des impacts, j'assume que tout le monde en a une aujourd'hui, mais c'est vraiment tirer parti de ce qui existe déjà. Donc, notre matrice d'impact qui existe déjà, en ajoutant par exemple une colonne sur l'impact sur le client, puis une description au niveau des impacts. De cette façon, on va pouvoir éliminer directement les services qui ne sont pas orientés vers le client. Et encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas parce qu'on élimine un service euh, en tant que service d'affaires important que ça l'élimine en tant qu'activité prioritaire. Donc, c'est vraiment ça à garder en tête aujourd'hui. Puis, au niveau des différentes informations que vous voyez ici, des différentes captures d'écran, je dirais. Donc, on a bien le nom de notre service, donc la demande de réclamation. On peut voir que c'est une priorité 1, donc un service d'affaires important. Euh, on a également ici l'impact, l'évaluation d'impact sur notre service qui est fait. Donc, on parle de résilience opérationnelle. Il y a deux types d'impact à déterminer, deux types d'évaluation à faire. Donc, il y a déjà au niveau de la durée, donc la DMTP, comme on peut le voir ici, mais il y a aussi au niveau du niveau, justement, d'impact. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est un service d'affaires important parce qu'au niveau du client, on a estimé qu'au bout de 48 heures, il y aurait un impact élevé ou sévère. Automatiquement, notre DMTP, on va prendre ici la valeur la plus petite. Bien entendu, si c'est nous, notre façon de faire, c'est notre pratique. Vous pourriez avoir une différente façon d'opérer. Puis, on a également la justification qui est mise à ce niveau-là sur l'impact direct sur le client. Quelle est la durée? Quel est le volume qu'on est prêt à accepter? Quel est le niveau de service qu'on doit faire au minimum? Et comme je l'ai mentionné, on va aussi faire l'évaluation du niveau par rapport à l'impact. Donc, encore une fois, ici, pour le client, c'est un impact très élevé. Et on a également, encore une fois, la justification. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la justification de l'évaluation est tout aussi importante que l'évaluation elle-même, tant pour des raisons de conformité, je dirais, mais aussi comme ligne directrice pendant les tests et les exercices pour savoir ce que l'on doit valider. Donc, s'assurer que ces éléments-là, on arrive à les rencontrer et à les tester et à prouver qu'on a pu le faire lors de nos tests et nos exercices. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on va vouloir valider à ce moment-là. Ceci, c'est vraiment juste un rappel pour bien comprendre que lorsqu'on parle de services d'affaires importants, ça ne va pas forcément concerner juste une seule unité d'affaires. Donc, comme vous le voyez ici, on a nos trois unités d'affaires, l'unité d'affaires A, B et C. Notre service d'affaires important ici va aller chercher des processus, des activités. Donc, encore une fois, la terminologie ici pourrait être différente, mais ça va aller chercher de l'information à travers les trois différentes unités d'affaires. Donc, ce n'est pas juste une seule unité d'affaires qui fournirait le service. Donc, c'est juste vraiment quelque chose qu'il faut garder euh, en tête
à ce niveau-là. Ça peut vraiment être transversal à travers les unités, les fonctions. Donc, si on revient ici à notre exemple qu'on avait un petit peu plus tôt, donc la demande de réclamation, on voit ici d'ailleurs, donc on pourrait avoir vraiment une vue un petit peu globale quand on représente l'information, juste pour avoir cette cartographie de bout en bout, donc on voit le service et on voit les processus, les activités qui contribuent à la livraison du service et qui doivent également passer par une évaluation des impacts. Et ici, on a notre table qui représente un petit peu certaines des activités, des processus qui y contribuent, comme la notification de la réclamation, la récupération des documents et le suivi client. Et comme je le mentionnais, même pour ces processus-là, on a besoin de faire une évaluation de l'impact, de déterminer quelle est la DMTP pour chacun de ces éléments-là. Puis encore une fois, d'avoir une justification. Donc, je dirais que c'est vraiment le niveau de détail auquel on s'attend quand on parle de résilience opérationnelle, puis de cartographie de bout en bout. La cartographie de bout en bout, ça prend aussi d'identifier nos dépendances. Et le défi ici, c'est vraiment de dire que oui, effectivement, on doit identifier nos dépendances, mais à quel niveau de détail on doit s'arrêter, à quel point on doit pousser l'information et qu'est-ce qu'on doit cartographier. Et aussi, ça signifie de regarder tant à l'interne qu'à l'externe au niveau de nos dépendances, bien entendu. Donc, encore une fois, ici, on a notre vision, notre dendrogramme avec l'information à haut niveau, où on peut voir notre service d'affaires important, demande de réclamation, euh, certains des processus qui y contribuent. Puis on peut voir que pour la notification de la réclamation, un fournisseur externe a été identifié comme un fournisseur clé. Donc ici, bien entendu, c'est l'information bidon, mais on aurait le partenaire ou le fournisseur A. Puis les informations qu'on va capturer au niveau des deux types de dépendances, donc tant interne que externe, devraient quand même être assez détaillées dans la mesure où on devrait identifier le processus, l'activité qui a besoin de ce partenaire, de ce fournisseur. Donc, comme par exemple, récupération des documents aurait besoin du partenaire ou fournisseur A. Fournir une description de comment ce partenaire nous soutient. Donc ici, ce serait le centre d'appel pour la réclamation en français et en anglais. C'est aussi surtout identifier des mesures de contournement, des procédures intérimaires si notre fournisseur n'est plus disponible, comme par exemple les appels seraient transférés vers le centre d'appel interne. Puis c'est peut-être d'avoir mention également de est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite, est-ce qu'on allait poser des questions à notre fournisseur. Au niveau des dépendances internes, on va avoir aussi le même comportement où on va lier l'activité en particulier. Donc, ça veut dire sous notre service, l'activité, le processus, à l'unité d'affaires, à la fonction qui va nous soutenir, identifier comment ils nous soutiennent, puis également, encore une fois, identifier est-ce qu'on a des mesures de contournement, des procédures intérimaires si ce partenaire-là, si cette unité d'affaires-là n'est pas disponible. Donc, je dirais que c'est vraiment à ce niveau-là, on va attendre ce niveau de détail. Si je zoome un peu plus sur les dépendances au tiers, donc les fournisseurs, donc ces fournisseurs critiques devraient aussi être interrogés, consultés via des formulaires un peu plus spécifiques. Puis, bien entendu, obtenir des réponses ici, ça va aussi être un défi en soi, mais ça va également être bénéfique pour eux de maintenir un bon partenariat, je dirais, avec l'organisation. Et pour ceux qui sont un peu plus réticents à fournir ce type d'informations-là, puis à prouver qu'ils ont la résilience qui est en place, les régulateurs sont en train de prévoir en tout cas d'être plus stricts dans leur approche et de forcer un petit peu la main des fournisseurs. Je dirais que c'est surtout une approche qui commence à venir au niveau des États-Unis. Donc, quand on parle de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, comme vous le savez, c'est plus que de demander juste est-ce que vous avez un plan de continuité? Oui, puis être satisfait de ça. Non, ici, on veut vraiment pousser plus loin. Donc, c'est créer peut-être un plan spécifique pour nos fournisseurs où on va regarder les services qu'ils vont nous fournir, voir c'est quoi l'évaluation de la durée maximale tolérable de perturbation, voir quels sont leurs niveaux d'impact, les mesures de résilience, niveau de préparation. Puis ici, c'est vraiment les niveaux de préparation par rapport au scénario que nous, en tant qu'organisation dépendant d'eux, que nous avons identifié comme étant critiques pour notre organisation.
Donc ici, on en a vraiment, je dirais, les scénarios les plus standards, comme la perte d'accès au site, perte de système TI, perte de personnel et perte de partenaires clés. Donc, c'est vraiment aller leur poser ces questions-là aussi, puis de voir à haut niveau, si ce scénario devait arriver, est-ce que vous avez une mesure de résilience qui est en place? Si oui, en combien de temps vous pouvez l'activer? Est-ce que ça a été testé? Et est-ce que surtout, ça a été testé récemment et pas il y a 4, 5, 6 ans, par exemple? Donc, c'est vraiment aussi capturer de l'information et avoir la preuve que les choses sont en place, que les choses ont été éprouvées, validées, puis aussi qu'on peut se baser sur ces informations-là. Donc, c'est vraiment des informations je dirais qu'on essaie d'obtenir qui devraient être précises et à jour, parce que sinon, bien entendu, ça sert un petit peu à rien si c'est pas à jour. Et tout ça, en fait, ça pourrait vraiment aussi faire partie du processus de négociation du contrat, d'essayer d'avoir ces informations. Mais encore une fois, ici, ça va être, tout va reposer sur la notion de la bonne foi. Et est-ce qu'ils sont prêts, en fait, à accepter les termes ce qu'ils sont prêts à accepter en termes de conséquences. Donc, si par exemple le fournisseur est prêt à supporter l'impact financier s'il ne suit pas ce qu'il a mentionné, ce qu'il a garanti, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir des procédures intérimaires solides en place et s'assurer de limiter un petit peu cette dépendance à notre fournisseur. Donc, cette fois, je vais zoomer un petit peu plus sur les dépendances au niveau informatique, technologique. Donc, encore une fois, ici, il faut fournir plus de détails, je dirais, quand on parle de résidence opérationnelle, puis de la portion dépendance TI, et surtout au niveau du processus. Donc, encore ici, on a notre vue avec un dendrogramme donc, qui fait cette cartographie. Donc, par exemple, on peut voir que le système Binatech serait utilisé par ces processus ici, donc notamment le processus de clôture de la réclamation. Puis si c'est vraiment juste un exemple, puis on pourrait voir que c'est lié au service demande de réclamation, par exemple. Puis que si on regarde un petit peu au niveau du détail qu'il faut capturer, parce que c'est sûr que cette vue-là ne suffit pas, surtout pour les régulateurs. Donc ici, c'est vraiment de voir qu'on a besoin du système Binatech, oui, mais pourquoi on en a besoin? Donc faire une description. Mentionner qu'on a besoin du système dans un délai de reprise de 4 heures, par exemple. On est prêt à perdre 60 minutes de données. Est-ce qu'on a des procédures intérimaires, des mesures de contournement? Encore une fois, cette portion-là est très, très importante. Puis de lier en fait cette dépendance à un processus, à une activité en particulier. Donc, par exemple, ici, le système Binatech serait lié à l'activité évaluation et enquête des réclamations. Puis c'est vraiment la notion d'identifier nos mesures de contournement, de voir est-ce que notre délai de reprise match entre en combien de temps on a besoin du système, puis en combien de temps on doit relever notre activité, notre processus. Donc ici, notre RTO. C'est aussi d'avoir de l'information peut-être un peu plus précise au niveau de, oui, nous, l'unité d'affaires, on a besoin de ce système en 4 heures, par exemple, mais de voir est-ce que les TI de leur côté, ils sont capables de répondre à ce besoin. Donc là, ici, on parle d'écart RTO. Donc, par exemple, on pourrait voir ici que c'est une couleur rouge parce qu'effectivement, nous, on en a besoin en 4 heures, mais les TI de leur côté, ben, ils peuvent seulement le faire en 24 heures. Donc, ce type d'information-là aussi va nous permettre de nous aiguiller pour demander, par exemple, au TI, est-ce que de votre côté, ce serait faisable de faire un test pour voir si vous pouvez remonter l'application plus rapidement? Ou alors, est-ce que c'est un système externe, par exemple, vous n'avez aucun contrôle là-dessus? Et dans ce cas, nous, de notre bord, ben, on doit mettre des mesures en place pour être sûr qu'on limite notre dépendance et pour être sûr que si c'est 24 heures, ben, pendant 24 heures, on est capable de se débrouiller. D'autant plus si c'est lié à un service d'affaires important. Donc, c'est vraiment ce type d'information-là qu'on veut aller chercher. Ça peut aussi être de pousser un peu plus sur quelle est la classification des données. Donc, ça peut être possible que cette information vienne directement des TI, mais parfois, les experts qui utilisent le système du côté affaires sont aussi plus au courant de quel est le type d'information qui se retrouve dans le système. Donc, ça pourrait être de poser la question directement à ces parties prenantes-là. Puis ici, je vous ai montré plus un petit peu l'aspect du côté affaires, mais de l'autre bord, si on regarde du côté TI, c'est d'identifier que oui, on a notre système Binatech,
mais le système Binatech, il a besoin de cet autre système-là, de cette autre base de données, de ce serveur-là. Donc, d'identifier aussi, de faire cette cartographie de bout en bout des dépendances par rapport à nos systèmes critiques qui ont été identifiés par nos services d'affaires importants. Puis, encore une fois, mentionner est-ce qu'il y a des procédures intérimaires, des mesures de contournement. Donc ici, on va entrer dans un autre domaine, je dirais, couvert par le parapluie résilience opérationnelle, qui est vraiment la gestion des risques intégrés, avec un focus sur la gestion des risques opérationnels. Et habituellement, cette partie, ça reste quand même une machine bien huilée, je dirais, dans les organisations. Mais on va regarder pour notre risque opérationnel, quelles sont les dépendances. On va prendre en considération notre secteur d'activité, l'impact sur le client, le marché. On va aussi regarder la probabilité et les niveaux de risque inhérents, tant à court terme qu'à long terme. Et surtout, on va devoir réévaluer notre appétit au risque. Parce que si on est prêt à accepter un risque climatique, par exemple, le risque opérationnel va directement être influencé par le marché et les clients. Donc, notre appétit au risque sera beaucoup plus faible. Puis ici, ça reste encore cette notion que je disais un peu plus tôt d'échanger avec d'autres professionnels du secteur pour justement soutenir un petit peu ce processus et fournir ce benchmark dont je parlais un petit peu plus tôt. Donc, on va vraiment pouvoir établir, par exemple, un profil de risque opérationnel à haut niveau, à un niveau vraiment global au niveau de l'organisation, mais ça reste toujours bon d'impliquer les experts qui contribuent au service d'affaires important pour permettre d'avoir une meilleure évaluation et une meilleure compréhension de notre risque opérationnel ici. Donc là, c'est vraiment, je dirais, à haut niveau, l'évaluation qui est faite. Puis, on peut voir que les informations ont été sélectionnées. Comme je disais, c'est sur une période de 3 ans, 10 ans. Ça pourrait être à court, moyen, long terme. Ça dépend vraiment de comment vous abordez ça dans votre organisation. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple ici. Si on continue sur la notion d'évaluation des risques par site, bien sûr, ça signifie aussi utiliser des outils déjà en place, tels que la matrice de probabilité et de conséquences. Et si, par exemple, on a plusieurs sites, ça devrait également être pris en considération parce que, bien entendu, l'évaluation d'un site à l'autre peut être différent. Ça va aussi témoigner, je dirais, d'une bonne compréhension de nos vulnérabilités et ce qui pourrait affecter le marché et les clients. Et encore une fois, ici, c'est vraiment un visuel en tant que tel, mais ça ne veut pas dire que derrière, on n'a pas l'information où on aurait l'évaluation qui serait faite pour chacun de nos sites, pour chacun de nos risques qu'on aurait identifiés. Si je continue, donc quand on parle de modélisation de scénario, et ici, c'est vraiment lié à la notion de vulnérabilité, d'évaluation de risque. Et c'est vraiment ces scénarios-là qui devraient nous permettre de faire notre évaluation et nous permettre d'identifier dans nos plans les solutions appropriées à chaque scénario. Puis également de prendre en considération un petit peu les dépendances que nous avons identifiées. Donc là, on a quelques exemples. Je dirais que c'est les exemples un peu plus standards puis à haut niveau. Mais je connais des organisations qui ont des scénarios beaucoup plus précis et beaucoup plus nombreux que ça. Mais globalement, on va retrouver les notions de perte de sites, perte d'employés, perte de partenaires, perte de ressources essentielles, perte de TI qui pourrait se séparer entre perte des infrastructures et services de données et la perte de données. Donc, c'est vraiment, je dirais, assez global à ce niveau-là. Donc, le défi ici, quand on parle de planification des solutions et des réponses, c'est de savoir est-ce que nous devons avoir un plan différent spécifique à la résilience opérationnelle, par exemple? Et à quel niveau de détail nos solutions devraient-elles être? Qu'est-ce qu'on doit planifier? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Donc, si on regarde ici au niveau un petit peu cette diapositive, on peut voir que on a notre scénario initial qui est la perte d'accès au site, perte de site. On peut voir qu'on a identifié une mesure, une stratégie de contournement à haut niveau, qui serait par exemple le télétravail. On estime que notre niveau de résilience ici est un vert parce qu'on a une solution qui est en place, la solution a été testée et validée et surtout la solution a été documentée. Je dirais que c'est les 3 principaux éléments qui nous permettent de déterminer ici notre niveau. Puis ensuite, c'est aussi de fournir davantage de détails parce qu'ici, on est vraiment trop limité quand on identifie juste cette stratégie à haut niveau. C'est vraiment de lister pour chaque étape d'un événement
donc chaque période de temps, quelle est la stratégie à mettre en place? C'est aussi fournir plus de détails. Ça peut même être d'avoir des documents additionnels qui vont peut-être beaucoup plus en détail. On n'aura pas forcément besoin de le montrer à un régulateur, par exemple, mais c'est de montrer qu'on a tout qui est documenté, tout qui est en place, et ces éléments-là qu'on va aller aussi valider lors des exercices et des différents tests. Et donc, pour chaque solution qu'on a identifiée ici, on doit vraiment prendre en considération quelles sont nos exigences, quels sont nos requis. Par exemple, paire de sites, est-ce que j'ai des dossiers essentiels? Si oui, quelle est ma stratégie pour ça? Paire de systèmes TI, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il faut identifier la stratégie à activer pour chacun des systèmes si le scénario devait arriver. En même temps, quand on parle aussi de gestion d'incidents, donc ici, par exemple, la tâche serait de participer dans les rencontres d'état de situation locales et corporatifs et faire état de la progression. Donc, ça va aussi prendre des stratégies, des procédures pour montrer que opérationnellement, nous sommes résilients, que nos plans ont été approuvés lors d'événements réels, donc des incidents, et bien sûr de tenir un registre des informations et des leçons apprises. Donc, les événements, qu'ils soient réels ou simulés, vont permettre vraiment de valider ou invalider les solutions que nous avons identifiées ou même de permettre d'identifier une lacune un petit peu au niveau de nos procédures. Peut-être qu'on a eu un angle mort, quelque chose auquel on n'avait pas pensé plus tôt. Et une fois qu'on aura fait notre exercice, on va pouvoir le documenter par la suite et être sûr qu'on l'intègre dans notre processus. Donc, il en va de même pour la portion cybersécurité, où on va regarder des scénarios comme la panne prolongée due à une intrusion de système, par exemple. Et ici, encore une fois, on va regarder quelles sont les étapes, les responsabilités des parties concernées. Quand on parle de cyber, puis d'information technologique aussi, on va regarder la notion d'infrastructure dite héritée. Donc, l'infrastructure qui n'est plus forcément résiliente et fiable. Et ça reste aujourd'hui un des plus gros problèmes en termes de résilience opérationnelle. Et ici, on tombe vraiment dans la réglementation DORA, je dirais. Donc, bien qu'on ne puisse pas résoudre forcément cet enjeu juste en claquant des doigts, on pourrait toujours prendre en considération la résilience opérationnelle lors de la transition vers un nouveau système, parce que remplacer totalement son infrastructure, ben, c'est long, c'est coûteux. Et ça devrait quand même aussi faire partie des discussions du comité de pilotage. Donc, établir que effectivement, on est au courant de ça, c'est sur notre radar, on redouble d'attention si cet enjeu est concerné. Ça doit aussi aller au-delà de l'équipe TI, je dirais, dans la notion où le propriétaire du service d'affaires important devrait également être conscient de ce fait, un petit peu comme je le mentionnais un peu plus tôt, où si le système n'est pas disponible en temps de temps, par exemple, ne matche pas la demande du côté affaires, ben, l'équipe a besoin de le savoir pour pouvoir adapter ses solutions, ses mesures de contournement. Donc, si un système est supporté par l'ancienne infrastructure, on poussera davantage pour avoir des mesures de contournement solides pour vraiment, encore une fois, limiter notre dépendance. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, la résilience opérationnelle, ça va vraiment regarder tous ces plans. C'est vraiment ces bastions de la résilience. Et c'est vraiment être conscient des vulnérabilités pour pouvoir justement identifier des solutions qui sont adéquates. Et ça touche vraiment les différents plans, cyber, gestion de crise, plan de continuité, plan de contingence, etc. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois qu'il reste que 10 minutes. Donc, quand on parle des défis au niveau des tests, des exercices, ça va vraiment être la notion de sévère, sérieux, mais plausible. Puis ici, c'est vraiment se demander qu'est-ce que ça signifie, la vérification croisée des données, la preuve de test, qu'est-ce que c'est, comment on fait ça. Donc, si on regarde au niveau le test, les exercices, puis la détermination de nos scénarios, c'est vraiment une combinaison de la tolérance d'impact que vous avez définie pour vos services d'affaires importants, des scénarios d'incidents identifiés et des solutions des dépendances que vous avez. Et la cartographie de toutes ces informations-là pourrait justement fournir la notion d'exercice sévère mais plausible que vous devez faire. Et l'intelligence artificielle, d'ailleurs, est un outil qui peut être utilisé, toujours avec prudence, bien entendu, mais c'est un outil qui peut être vraiment très utile pour identifier des scénarios qui rentreraient dans ce domaine du sérieux mais plausible. Puis pour bâtir un peu plus la notion du scénario, comme je disais, à ce niveau-là, il faudrait juste être
prudent parce que je sais qu'un scénario qui est beaucoup ressorti cette année, lorsqu'on entrait juste la notion de sérieux mais plausible, c'était c'était un scénario de guerre nucléaire. Donc, bien entendu, ici, on dépasse largement le sérieux. C'est le pire des scénarios possibles. Puis, c'est pas forcément un scénario qui ça va s'appliquer à toutes les organisations. En tant que tel, ça va pas forcément apporter grand-chose pour une organisation de valider ce type de scénario-là. Et comme j'ai dit, on est vraiment bien au-delà du sévère et du plausible. Donc, le sévère mais plausible ici, ça pourrait être, par exemple, si votre stratégie pour la perte d'un système, c'est d'utiliser des formulaires papier, vous devez le faire, vous pouvez le faire pendant 12 heures, vous êtes capable d'être autonome, puis par la suite, vous allez pousser les informations dans le système une fois qu'il est de retour. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir tester en particulier ce scénario spécifique, le documenter, identifier les améliorations, les leçons apprises, puis par la suite, l'inclure dans un cycle de révision. Et quand on parle d'exercices de niveau, je dirais, plus supérieur, qui impliquerait plusieurs secteurs dans l'organisation, dans ces cas-là, les leçons apprises devraient justement être examinées lors des réunions du comité de pilotage comme un point à suivre et jusqu'à ce qu'il soit terminé ou résolu, parce que justement, tous les bons acteurs, les bons joueurs sont autour de la table. Donc, en termes de vérification croisée de données, ici, le défi, ça va vraiment être le volume de l'information, puis les interconnexions, s'assurer qu'on a la bonne donnée que l'on veut représenter. Je sais qu'avec Excel, on peut essayer d'avoir ce type de résultat-là, mais c'est certain que les outils d'automatisation vont vraiment offrir un gain de temps ici et vont être un compagnon, je dirais, plus précis à ce niveau-là, de pouvoir juste sortir l'information dont vous avez besoin. Ça va également supporter la notion de preuve qu'on verra un petit peu plus tôt. Donc là, par exemple, on pourrait voir les exercices qui auraient été faits au courant des 2 dernières années. Quel était le nom, la catégorie, le type, qui était impliqué, le nombre de participants. Ça pourrait être voir aussi, par exemple, j'aimerais savoir quel est le niveau de résilience pour l'unité réclamation. Donc ici, à haut niveau, directement, je pourrais avoir l'information par rapport au scénario que j'ai identifié. Donc vraiment pouvoir extraire la donnée en fonction de ce dont on a besoin. Comme je disais, ça m'amène vraiment à la preuve au niveau des tests. Ici, on parle vraiment de documenter, 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 garder une preuve écrite de ce qui a été fait, ce qui a été identifié comme un enjeu ou une leçon apprise, une amélioration qu'on aimerait implanter. Euh, et ici, par exemple, ce serait d'identifier que pour notre système Binatech, est-ce qu'il est attesté? Oui, on pourrait mentionner que ça a été un test réussi, mais ici, par exemple, ça pourrait venir d'un rapport. Ce serait aussi d'avoir ce type d'information-là directement dans notre plan de relève technologique pour le système Binatech, où on pourrait voir est-ce que le plan de relève a été testé au cours des 3 dernières années. Donc oui, mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter à juste un oui. Il faut qu'on fournisse de la preuve ici. Donc ce sera aussi de mentionner quel a été l'exercice, le type, la catégorie, le nom, est-ce qu'on a des commentaires, qui a été en charge, quand est-ce que ça a été planifié, quand est-ce que ça a été effectué. Et ici, bien sûr, je vous montre la portion plus TI, mais il y a des exercices qui vont aller prendre des parties prenantes du côté affaires aussi. Et c'est de voir est-ce que du côté affaires, lors de l'exercice écran noir, par exemple, est-ce que les stratégies qui avaient été identifiées sont correctes? Est-ce qu'elles sont en place? Donc là, par exemple, ici, l'unité d'affaires a identifié que les stratégies ne sont plus applicables dans un environnement post-COVID. Et là, il faut en discuter avec le comité de pilotage. Donc, c'est vraiment avoir ce degré d'information-là, ce degré de détail-là, pouvoir faire le suivi de l'information et faire cette cartographie des interdépendances, des connexions entre les différentes données. Puis aussi, je tiens à mentionner que ne pas respecter le délai, la tolérance à l'impact lors d'un exercice ou un test, c'est pas quelque chose qui est catastrophique en tant que tel. Tant que le problème est, je dirais, identifié, que les actions sont mises en place et une réévaluation est effectuée. Je vois qu'il me reste 5 minutes, donc je vais vraiment passer au travers de la conformité ici. Qu'on soit une organisation réglementée ou non, documenter notre conformité à une norme ou une réglementation, ça reste toujours un bon moyen de mettre en place une structure et une ligne directrice, je dirais, dans l'organisation. Et ça s'applique vraiment, comme je dis, réglementé ou non. Donc, ça peut être, est-ce qu'on remplit les contrôles, les requis de la norme ISO 22301, par exemple. Fournir du détail sur le statut, l'état de comment on remplit ce contrôle-là.
Est-ce qu'on doit mettre des éléments en place pour s'assurer, par exemple, que si notre niveau n'est pas, notre statut n'est pas assez correct, s'assurer qu'on remédie à la situation. De la même façon, pour ISO 27001, on pourrait aussi avoir ce type de comportement et voir est-ce qu'on remplit les requis de cette norme-là. Puis, bien entendu, ici, j'ai parlé de la conformité à la réglementation. Ça devrait aussi également passer par les indicateurs clés de risque et les indicateurs clés de performance. Ça pourrait être d'introduire notamment des indicateurs spécifiques à la résilience opérationnelle qui suivraient le même cycle de révision que ceux qui existent déjà. Donc, encore une fois, maximiser nos leviers qui sont en place et avoir ces indicateurs propres à la résilience opérationnelle. Ça va nous permettre de suivre également où est-ce qu'on en est dans notre parcours, je dirais, vers la mise en œuvre de la résilience opérationnelle. Dernière slide sur la conformité. Donc, encore une fois, c'est vraiment suivre les cycles d'approbation, suivre ce qui est déjà en place, pouvoir fournir l'information également à un régulateur, par exemple, si on est assujetti, de montrer qu'on a la date, on a la personne qui pourrait confirmer ce qui a été fait, savoir un registre des changements de notre BIA, de notre plan, pouvoir fournir le détail. Avoir aussi parfois des vues un petit peu plus graphiques, je dirais, comme celle qu'on a ici, ça peut être une bonne façon de voir où est-ce qu'on en est. Puis ça plaît malgré tout quand même aux auditeurs, par exemple, d'avoir ce type de vue. Bien entendu, ils vont pousser plus loin, mais ils vont aller voir est-ce que cette information-là match avec le détail que vous avez fourni, par exemple. Puis ça peut aussi de pouvoir, quand on parle de conformité, c'est aussi de pouvoir montrer l'information nécessaire en fonction des besoins. Donc d'avoir des rapports qui sont flexibles, qui permettent de montrer la donnée et l'information que l'on souhaite, comme par exemple voir est-ce qu'il y a des leçons apprises, est-ce qu'il y a des actions à faire après un exercice, donc l'exercice écran noir par exemple, est-ce que l'unité finance qui a participé à cet exercice-là a des éléments à revoir dans son BIA, dans son plan. Donc ici, par exemple, ça serait de décrire les écarts. Puis on peut voir qu'il y a un suivi qui est fait, que quelqu'un est vraiment responsable, qu'il y a une échéance qui a été qui a été fixée également. Donc c'est vraiment pouvoir faire le suivi et le tracking de toute cette information-là et de pouvoir le sortir à un auditeur au besoin. Donc, c'était vraiment la portion qu'on voulait vous montrer aujourd'hui par rapport à la résilience opérationnelle. Je sais qu'il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on pourrait peut-être passer au travers des différentes, des 2 dernières questions qui nous restent pour le Vivox. Donc ici, vous allez juste avoir à reprendre la même page qu'un peu plus tôt, où vous allez pouvoir scanner directement le code QR ici. Mais ma question pour vous, ce serait quelles composantes avez-vous mis en place dans votre organisation par rapport aux éléments qu'on a déjà identifiés jusqu'à présent? Donc, je vais vous laisser remplir. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de mettre plusieurs mots en fait. Donc, ça va vraiment former un nuage par la suite de mots. Puis Marie-Hélène pourra commenter en fonction de ce qu'on aura. Donc, je vais juste attendre qu'il y ait un peu des réponses qui rentrent. Je sais qu'il nous reste 2 minutes. Et à chaque fois que vous rentrez un mot, vous allez pouvoir appuyer sur Envoyer. Merci beaucoup, Marion, pour cette séance. J'ai vu dans les commentaires là, que certains d'entre vous ont même participé. Là. C'est sûr que ce qui est présent là, au niveau des institutions financières en ce moment, c'est la réglementation qui va venir via le BIDIF. Donc, ça va être intéressant de voir au niveau de la E21 là, qu'est-ce qui va aboutir comme requis. Puis même chose du côté de l'AMF. Donc, on est encore en période où il y a de la précision qui va arriver. Puis même, je voyais quelqu'un faisait un commentaire par rapport au gouvernement du Canada. Il y a quand même une approche là, qui est de service et prioritaire qui est là-dedans. Donc, il y a une tendance à vraiment avoir une approche davantage de résilience opérationnelle. Donc, c'est encore un domaine en évolution. On a voulu vous exprimer comment nous, on voyait ça chez Premier Continuum. Mais il y aura définitivement du suivi à faire d'évolution. Donc, on voit en politique, gestion de crise, relève TI, de faire des tabletops. Puis, tu sais, vraiment, j'aime bien de voir aussi qu'on voit des plans TI puis la collaboration, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas des fausses attentes là, qui existent entre les différents volets là,
de la continuité et de la résilience opérationnelle. Puis dernière question ici, c'est vraiment lesquels vous ont donné du fil à retordre. Encore une fois, ça va être un nuage par la suite. Puis vous avez juste à pousser vos réponses. Donc, on a dépassé un petit peu le temps. Merci de votre, votre patience. En espérant qu'il n'y en ait pas trop de fil à retordre, mais quoi qu'en même temps, c'est pas évident. On parle souvent de faire de la cartographie, déterminer c'est quoi le bon niveau. Ça va d'ailleurs faire partie des précisions là, de la E21, savoir exactement dans quel niveau de détail ils souhaitent que vous alliez. Donc, ouais, arrimage, mapping, gestion de risque. Tout à fait, hein, c'est pas surprenant ce qui est ressorti comme item. Donc, merci. On n'a malheureusement pas eu vraiment de temps pour des questions. On a répondu à certaines là, le chat, dans la conversation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura un article de blog qui va être publié là, au courant des prochaines heures, jours sur le sujet. La présentation également, si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous la transmettre. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et encore une fois, merci beaucoup, Marion, pour cette belle séance. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.